encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Foot du monde. Foot du monde à 20h30 tous les dimanches soirs sur Europe 1. C'est notre voyage sur la grande planète foot avec tous les pays qualifiés pour cette Coupe du Monde qui va débuter maintenant dans 4 mois en Russie. Et ce soir, on va aller au pays qui a inventé le football, l'Angleterre, mais qui n'a plus rien gagné depuis un demi-siècle et qui se dit, mais après tout, on a inventé le jeu, mais il faudrait peut-être qu'on commence à le réapprendre et à se former. Messieurs, je vous propose d'écouter cette excellente enquête et reportage signé Alban Le Poivre du service des sports d'Europe 1 qui va servir de base à notre débat. L'année 2017 a été florissante pour le football anglais. Au mois de juillet, en Géorgie, les moins de 17 ans deviennent champions d'Europe. Quelques mois plus tard, en Inde, c'est la génération des moins de 19 ans qui devient, elle, pour la première fois de son histoire, championne du monde, avec entre autres une victoire en finale 5-2 face à l'Espagne. Une bouffée d'oxygène pour ce pays, sevré de résultats en équipe nationale et qui, malgré son statut de berceau du football, n'a remporté qu'un seul titre dans son histoire. La fameuse Coupe du Monde 1966, disputée en Angleterre. L'espoir était pourtant présent ces 20 dernières années, mais ni la génération Michael Owen, David Beckham, ni la suivante, portée par Frank Lampard et Wayne Rooney, n'ont réussi à transcender l'exigeant public anglais. Alors, le succès de ces jeunes Anglais qui redonnent le sourire aux supporters, simple hasard d'une génération ou véritable travail d'un nouveau système de formation? Question posée à Romain Poirot, ancien recruteur notamment de jeunes pépites à Manchester City durant 7 ans et qui travaille aujourd'hui à Watford. Il n'y a pas vraiment de hasard, il y a toujours une volonté de former des joueurs en Angleterre quand c'est un pays passionné de football avec une identité, une culture, un style de jeu singulier. Mais je pense qu'il y a eu un déclic, en fait, une prise de conscience fondamentale face aux autres nations qui trustaient jusque-là les places de choix. Donc, en fait, les Anglais ont réalisé qu'il y avait une trame de fond dans ces succès-là, qui allait au-delà du talent et du style de jeu naturel. En fait, les Anglais se sont, pour moi, un petit peu endormis. Donc, pour répondre à ça, les clubs et la FA, la Fédération anglaise, se sont structurés afin de mettre en place des plans de succès très précis pour le développement progressif de chaque joueur. La Fédération anglaise a même repensé son propre ADN footballistique en s'appuyant sur des méthodes de détection améliorées qui s'inspirent elles-mêmes des meilleurs concepts d'entraînement et de formation. Donc, qu'ils ont pris à travers l'Europe, notamment en Espagne, qui est une référence mondiale. Donc, la Fédération a retravaillé tous ces concepts pour mieux les assimiler à sa propre culture, puis on transmis donc ces nouvelles connaissances et compétences au club. Car longtemps critiqué pour sa politique de formation un brin légère, préférant voir les clubs acheter des joueurs étrangers à prix d'or pour faire briller la Première Ligue, l'Angleterre s'est aujourd'hui tournée vers une véritable politique de formation. Un rapprochement réel entre la fédération et les clubs, bénéfique à la sélection. Une nécessité aussi pour les clubs afin de respecter certains règlements. Dans le championnat anglais, comme en Ligue des Champions par exemple, les clubs doivent aujourd'hui, sur 25 joueurs autorisés, en inscrire au moins 8 formés en Angleterre, dont 4 formés dans leur propre académie. Autre point important, le fair play financier. Avec son apparition, les gros clubs anglais se sont rendus compte que la formation leur permettrait d'être facilement dans les clous du gendarme financier européen. Dans ce cadre, il est donc logique de voir Manchester City et Chelsea truster les meilleurs Anglais dans leurs équipes de jeunes. Une prise de conscience importante, mais pas étonnante pour Romain Poirot. L'avantage et le gros savoir-faire des Anglais, c'est quand ils détectent un problème, c'est de le réparer rapidement. Et ils ont une culture d'ouverture qui fait que Mike Wick, par exemple, qui était mon responsable, mon directeur technique à Manchester City, est devenu ensuite l'équivalent d'Aimé Jacquet au niveau de la FA anglaise, a pris vulgairement son baluchon et est allé faire tous les pays d'Europe pour prendre le meilleur de ce qu'il pouvait. Et suite à cela, il a créé, comme on dit, le propre ADN de la fédération espagnole. Donc oui, les Anglais sont curieux. Ça fait partie de leur qualité et surtout savent prendre le meilleur de chaque culture pour pouvoir l'optimiser. Sauf qu'une chose est claire, il faut laisser du temps à cette nouvelle génération pour éclore et peut-être rêver devant les premiers fruits récoltés de cette nouvelle politique de formation que sont par exemple Harry Kane ou Dele Alli. Car avec 8 victoires et 2 nuls lors des éliminatoires du mondial et seulement 3 buts concédés en 10 matchs, l'Angleterre a affiché des progrès et se déplacera pleine d'ambition en Russie pour le mondial. Et ce, malgré un ultime adversaire, le contexte diplomatique très tendu entre l'Angleterre
l'Angleterre et la Russie, ainsi que le contentieux qui oppose certains hooligans des deux pays après les bagarres à Marseille lors du dernier Euro. Alors cet été, l'Angleterre risque bien d'être la nation la plus détestée au pays de Vladimir Poutine. Voilà l'enquête signée Alban Lepoivre du service des sports d'Europe 1. Là, excellent sujet. Grégory Schneider, cette équipe d'Angleterre, souvent attendue, plus jamais au rendez-vous depuis maintenant un demi-siècle. On rappelle qu'ils ont été champions du monde en 66 chez eux, qu'ils ont organisé un Euro en 96, éliminé par l'Allemagne au tir au but en demi-finale. L'Angleterre a inventé le foot, n'a rien gagné et redécouvre, semble-t-il, la formation. Oui, alors c'est passionnant parce que c'est vrai que c'était un peu passé sous les radars ces deux titres mondiaux, donc en moins de 19 et en 17. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours frappé parce qu'on les voit dans les tournois internationaux fréquemment et comme ils rencontrent l'équipe de France, je les vois même sur le terrain, c'est le manque de talent en fait des joueurs anglais que moi j'avais sous le maillot international. Je suis désolé, mais j'ai vu notamment, je me souviens l'Euro 2012, il y avait des joueurs comme Glenn Johnson, comme Joe Hart dans les buts, comme Joe Hart, c'est pas grand chose quand même. Glenn Johnson, sincèrement, on se demandait avec des confrères ce qu'il ferait en Ligue 1. Donc on avait l'impression qu'il y avait je peux vous dire, il y avait Steven Gerrard, il y avait Frank Lampard, il y en avait Rooney, il y a eu Michael Owen. Non mais ouais, mais enfin Ashley Young international, enfin c'est quand même un peu lunaire. Je me souviens qu'il y avait un dénommé Milner au milieu de terrain. Même Marvin Martin à côté, c'était un génie du football. Enfin, non mais je trouvais qu'on avait vite fait. En fait, de leur prêter des qualités qu'ils n'avaient pas. Alors pourquoi ils n'avaient pas ces qualités ? Déjà souvent c'était les joueurs qui jouaient dans des clubs moyens parce que les gros clubs c'était souvent des étrangers. La puissance financière de la Première Ligue se retournait en quelque sorte contre les locaux. Et donc c'est qu'ils aient un peu redécouvert les vertus de la forme. Alors ça n'engage pas l'avenir. Et hélas, vous savez, quand vous êtes champion moins de 19, vous n'êtes même pas sûr qu'ils feront tous une carrière professionnelle. La génération française championne du monde des moins de 17 ans, il y avait des Cinéma Pongol, il y avait des Anthony Le Tallec, qu'on n'a pas revus plus tard. Pas toujours, et puis encore eux ont été professionnels, mais vous avez des joueurs qui arrivent même pas professionnels, encore que les Anglais avec leurs 4 divisions professionnelles, il y a pas mal de place quand même pour les accueillir. Mais en tout cas, ils ont moi je trouvais vraiment que c'était un manque de qualité intrinsèque. C'était pas, les entraîneurs anglais n'étaient pas particulièrement mauvais. Hodgson qui les a entraînés était quand même un type expérimenté, donc ils reprennent un petit peu les choses par le bon bout avec un joueur comme Harry Kane qui est manifestement un monstre que le Real aimerait avoir. Voilà, donc on commence à voir effectivement des signes. Alors, ces signes seront-ils là ? On a tellement Laurent Jaoui attendu et été déçu par cette équipe d'Angleterre qu'on sent effectivement ce frémissement dans les équipes de jeunes, mais qu'on se dit, on a tellement été déçus qu'on n'a presque pas envie d'y croire, alors qu'on aimerait y croire. Une belle équipe d'Angleterre, c'est beau. Parce qu'il y a des chiffres implacables et bien sûr, ils ont gagné en U19, U17, mais la proportion de joueurs anglais titulaires en Première Ligue est trop faible. Je crois qu'on est à 35%, que les responsables du foot anglais, Ligue et Fédé, s'en sont emparés. Il y a 2 gardiens, je crois. Il y a 2 gardiens titulaires en Première Ligue qui sont voilà, anglais. Ouais, en plus, sans vouloir faire des généralités, on connaît parfois le niveau des gardiens anglais. On est dans une dynamique assez proche de celle du top 14 en rugby et de l'équipe de France de rugby. C'est exactement là où je voulais en venir. Top 14, on a mis en place des structures en rugby, ce qu'on appelle les GIF, les joueurs issus des filières de formation. L'Angleterre doit à tout prix passer par ce point de passage qui est contraire à toutes les idées actuelles, toutes les idées modernes, mais il faut peut-être instaurer un début de quota, et je voudrais bien avoir l'avis de Sylvain Kahn là-dessus, parce que à terme, le foot anglais au niveau international va être appelé à disparaître au fur et à mesure que la Première Ligue va truster, va attirer. Pas toujours d'ailleurs les meilleurs joueurs, ce seraient les meilleurs joueurs, ce serait parfait, mais parfois ce sont des joueurs moyens ici qui prennent la place peut-être de bons joueurs anglais sur place. Alors, donc c'est un vrai problème. Les quotas, Sylvain Kahn, avant de donner la parole à Olivier Guez. Sylvain Kahn. Les quotas, oui, bien sûr. Laurent Jaoui a tout à fait raison. Là, dans son reportage, Alban nous le disait, il faut 4 joueurs formés au club parmi les 25, et 8 formés en Angleterre parmi les 25. C'est faible, hein. Oui, mais il y a une prise de conscience. Top 14, 15 joueurs issus des filières de formation, sur des effectifs d'une quarantaine de joueurs en rugby. Par rapport à la question des quotas, ce qu'on a tous en tête, évidemment, c'est l'arrêt Bosman, qui fait qu'à un moment donné, l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne impose, interdit qu'il y ait précisément une règle qui limite le nombre de joueurs étrangers, en tous les cas européens, de l'Union européenne, au sein des clubs européens. Ça c'est la fin des années 90. Or, ça a été rappelé tout à l'heure, c'était déjà depuis 1966 que l'Angleterre n'avait plus gagné un seul grand titre, un seul titre international. Donc,
Moi, je pense que le mal que nous décrivons à l'instant, il date pas d'aujourd'hui, il date même pas de l'arrêt Bosman. Donc, il est plutôt à chercher dans une espèce de tradition. C'est-à-dire, moi, je suis quand même assez frappé par le fait que, à la différence du rugby, même s'il y a un très fort patriotisme anglais pour l'équipe de foot, il y a davantage d'attachement au club que d'attachement à l'équipe nationale. Les clubs qui, pendant cette période, ont remporté des Ligues des Champions. Absolument. Manchester, Nottingham, Chelsea. Il y a la Ligue des Champions. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on a quand même le sentiment qu'il y a davantage d'évolution et de modernité s'agissant de la tactique et des styles de jeu dans les clubs que du côté de l'équipe nationale, où là c'est un peu l'inverse. On se dit il faut surtout rester dans une forme de tradition très anglaise qui fait qu'on fait assez peu évoluer le système de jeu anglais de façon qui peut paraître un peu paradoxale, puisque même en Angleterre, même pour l'équipe nationale, on n'a pas hésité à faire appel à des entraîneurs venus de l'étranger. Olivier Guez. Il y a quand même un lien très fort avec l'arrêt Bosman, parce que dans les années 80 et dans les années 90, autour des années 90, c'est une équipe qui va quand même en demi-finale de Coupe du Monde. C'est quand même une équipe qui a des résultats au niveau international. Là, depuis une vingtaine d'années, j'ai pas ils ont pas fait. Plus un tour. Enfin, non, mais au Brésil, ils passent pas un tour. Ouais, voilà, tout à fait. L'Euro est catastrophique. Hyper difficile quand même. Alors après, pour le Brésil, l'équipe d'Angleterre, en termes de jeu, nous avait quand même régalé. Battu, rappelons-le, par l'Italie, l'Uruguay. Ils jouaient à Manaus où il faisait 50 degrés et 40. Bref, ça peut arriver, mais ils sont pas là. Toujours est-il qu'il y a une vingtaine d'années, ils ont des résultats. Même, je me souviens, l'Euro 96, bon, c'est chez eux, mais battu au pénalty en demi-finale par l'Allemagne. 96, c'est l'année de l'arrêt Bosman. Donc là, ça a énormément changé, puisqu'en fait, ils ont généré tellement d'argent qu'ils peuvent se payer qui veulent. Et effectivement, les joueurs anglais en pâtissent. Maintenant, ce qui va peut-être changer les choses, c'est le Brexit. Puisque, je veux dire, la Grande-Bretagne, l'Angleterre va sortir de l'Union européenne, et donc, dans ce cas-là, les joueurs européens, a priori, seront considérés comme des étrangers. Absolument. Et donc, dans ce cas-là, alors après, on va voir côté négociation Brexit, il va y avoir domaine par domaine une négociation en cours. Mais s'il y a un domaine où le Brexit peut-être peut être utile à la Grande-Bretagne, c'est de redonner vie au pays qui a inventé le foot. Peut-être c'était ça le vrai plan du Brexit, parce que je pense que le reste n'a pas été préparé, mais peut-être au niveau du football, ça va les aider. La question de la priorité, elle est importante, la question de la priorité, parce qu'on voit bien clairement que du point de vue anglais, la priorité est donnée au club, à la vie des clubs, à la Première Ligue, à la Ligue des Champions, et que la sélection passe après. C'est assez étrange, parce que c'est peut-être le seul pays où ça soit comme ça, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne. La sélection me semble quand même plus importante que le championnat domestique. Là-bas, on voit bien, tout à l'heure, on a débuté l'émission en disant qu'à 13h, le match du Paris Saint-Germain a été diffusé pour séduire le public asiatique, la Première Ligue, pour ceux qui voyagent en Asie. Fait depuis des années et des années, avec des matchs à 12h, 13h. Et donc la sélection, peu à peu, est passée derrière, je dirais pas au second plan, parce que ça serait un peu péjoratif, mais derrière le championnat. Et je pense que c'est l'un des problèmes. Il y a quelque chose qu'ont relevé tous les entraîneurs étrangers à ce propos, c'est pour vendre la Première Ligue, ils ont trouvé un truc génial, c'est de jouer à Noël. Donc c'est le seul championnat qui n'a pas de trêve hivernale. Non mais c'est un coup marketing exceptionnel. Et les autres championnats s'en rapprochent maintenant. L'Italie le fait. Bah voilà, parce qu'ils ont. La France va sûrement le faire. Mais c'est un débat tous les entraîneurs d'ailleurs dans les arbitres, ils réfléchissent à une trêve hivernale un petit peu plus tard parce qu'ils se rendent compte quand même que les cadences infernales, tous les entraîneurs de dopage, sont source de fatigue, de blessures des joueurs au printemps. Tous les entraîneurs étrangers ont fait le lien entre la faiblesse de la sélection lors des tournois de fin d'année et l'absence de trêve hivernale. Il faut savoir qu'un club comme le PSG, qui a des objectifs en Ligue des Champions, refait une préparation athlétique sur 8 ou 10 jours. Enfin, je veux dire, c'est vraiment souvent là où il fait chaud, mais les Espagnols le font. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace de travail. Et c'est un espace de travail qui est supprimé, mais qui fait aussi leur bonne fortune sur le marché international. Sylvain Kahn. Sur l'Angleterre... Le Brexit, comme disait Olivier Guez, serait-il une bonne chose pour le foot anglais? On aimerait, c'est-à-dire on aimerait, mais disons, ce qui se profile au jour d'aujourd'hui, c'est que si le Brexit d'abord a vraiment lieu, ce qui n'est pas encore complètement certain, c'est qu'en tous les cas, dans le cadre de l'accord qui sera trouvé entre le Royaume-Uni, parce qu'il ne faut pas oublier, là c'est le Royaume-Uni qui sort, c'est pas que l'Angleterre, donc il y a aussi un sujet pour l'équipe de foot d'Écosse et pour l'équipe de foot du Pays de Galles. Et pour les deux équipes irlandaises. Enfin pour celle d'Irlande du Nord en tous les cas, qui est concernée par le Brexit. Mais en tous les cas, si le Brexit va jusqu'au bout, l'hypothèse, me semble-t-il, la plus probable aujourd'hui, c'est quand même qu'il n'y aura pas de remise en cause, il y aura un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur la libre circulation des travailleurs. Et donc, si c'est bien le cas,
à ce moment-là, les clauses de l'arrêt Bosman ne seront pas remises en cause s'agissant du foot. Et donc Et donc, du coup, les clubs britanniques auront toujours le droit de faire jouer et de recruter autant de joueurs européens qu'ils le voudront. Et donc, le problème qui a été évoqué ne sera pas résolu, à savoir qu'on aura toujours trop peu de joueurs anglais dans les clubs anglais. Des joueurs moyens quand même, parce qu'il faut bien insister sur ce point-là. Les salaires pratiqués là-bas, même en deuxième division, font que des joueurs moyens des championnats non anglais sont appelés à aller en première ligue et de prendre de fait, et c'est pas du tout un constat péjoratif, la place d'un joueur anglais. Quand on connaît en Angleterre l'importance du football, on joue au football tous les samedis après-midi, partout, sur des magnifiques pelouses. Dans les faits, il y a aussi quelque chose qui s'est aussi, je trouve, un petit peu retourné contre eux, c'est des effectifs énormes. C'est-à-dire que vous avez des effectifs de 40, 50 joueurs pro. Et ces effectifs énormes, pour sortir du lot, quand vous avez 40 joueurs en concurrence, il faut vraiment être solide. Il ne faut pas être un jeune joueur, il ne faut pas être fragile, il faut pas être. C'est hyper concurrentiel. Des clubs comme Queen's Park Rangers sont 50 joueurs sous contrat. En France, c'est une 20, 25, et ensuite on complète avec des gens du centre de formation. Ce que je veux dire, c'est que ce système darwiniste ne permet pas aux joueurs locaux de sortir comme ça. De faire sortir une élite et de la faire jouer ensemble. Il vaut mieux avoir 30 ans, il vaut mieux savoir mettre des brins et être. C'est beaucoup plus simple. C'est un championnat qui est dur pour sa jeunesse, je trouve. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc sur le pays qui a inventé le foot. Rappelons que l'Angleterre jouera quand même dans cette Coupe du Monde dans un groupe qui semble accessible pour un 8e de finale. Angleterre, Tunisie, Panama et Belgique. Oui, mais enfin on dit ça, mais après il y a des matchs. Et après il y a des matchs. Tous les 2 ans on dit ça. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans on dit ça pour l'Angleterre. Et pour tous les amateurs de foot anglais, je vous renvoie au très très beau numéro de nos amis de SoFoot, le spécial Angleterre, England, 132 pages de kick and rush, de fish and chips et de bench drinking, disent nos amis de SoFoot, un très très beau numéro à lire. Restez bien à l'écoute de Libre Arbitre. Nous allons entamer notre 2e grand débat du soir. On ne parlera pas de Brexit, mais de Grexit. Libre Arbitre sur Europe 1.